Rebonsoir Clémentine Autain. Rebonsoir. Est-ce que ce matin, donc on a vu, pas de censure aujourd'hui, est-ce que ce matin les socialistes ont trahi la classe ouvrière? Je ne parle jamais en ces termes. J'ai voté comme les communistes, les écologistes, les insoumis, mon mouvement, vous en parliez tout à l'heure l'après. C'est quand même une manière de montrer que ça a été les seuls à voter différemment. La censure, oui, il y a un isolement, un choix d'isolement de la part du Parti socialiste. Mais moi, je veux dire pourquoi j'ai voté cette censure. C'est important pour celles et ceux qui nous regardent. D'abord parce que, pour moi, M. Lecornu est illégitime. Il est illégitime parce qu'il incarne un choix politique qui a été rejeté par les Français il y a un an et qu'aujourd'hui, le soutien de ce pouvoir, c'est 14%. Voilà. 14%, c'est-à-dire quand même vraiment plus grand-chose, et que Emmanuel Macron s'entête à vouloir imposer la même politique. Et oui, mais... Parce que si vous êtes élu, si un jour vous êtes élu pour 5 ans et qu'au bout d'un an, vous êtes à 14% de popularité, ben on vous dira au revoir. Alors, excusez-moi, mais il me semble qu'Emmanuel Macron a fait une élection législative. D'accord. Il y a eu un résultat. Et ce résultat... Je ne contestais pas sur les résultats, je contestais sur le soutien de la population. Je ne vous parle pas seulement de l'illégitimité du président de la République. Je vous parle de l'illégitimité, le mot est un peu complexe à dire, du Premier ministre. Et c'est pourquoi nous avions d'ailleurs plaidé pour la cohabitation, c'est-à-dire le respect des urnes, même s'il n'y a de majorité pour personne, il y a bien un bloc qui est arrivé vous vouliez un Premier ministre de gauche et il ne l'est pas. Deuxièmement, j'ai vu le budget de M. Lecornu, qui ressemble beaucoup à celui de M. Bayrou, et c'est une boucherie sociale, et ce budget ne prépare pas l'avenir. J'y reviendrai tout à l'heure parce que je pense qu'on va reparler du budget. La troisième chose, c'est que je ne crois pas que l'on puisse combattre la Macronie, ce projet politique contre lequel nous sommes, en n'étant pas clair dans nos votes. Alors après, une fois que j'ai dit tout ça, je comprends un certain nombre d'arguments. Le premier, c'est la peur. La peur de l'extrême droite. Si on dissout, c'est-à-dire qu'en gros, il y a l'idée, si on vote la censure, du coup, il y a dissolution et l'extrême droite est en bonne position et donc c'est inquiétant. Je ne partage pas ce point de vue. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, je ne le partage pas. D'abord parce que la peur n'évite pas le danger. Ensuite parce que vous avez remarqué que la dernière fois que les pronostics donnaient l'extrême droite en tête, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et enfin parce que je ne suis justement pas du tout pour laisser la colère sociale et l'opposition franche à Emmanuel Macron et à ses choix politiques à l'extrême droite. Et donc je pense qu'il faut faire très attention aux rustines de court terme. Vous connaissez Les Trois Petits Cochons ? Ça fait longtemps que je l'ai pas. Non, mais vous l'avez lu. Longtemps que je l'ai pas lu, mais bien, oui. Vous voyez bien que le problème, c'est que quand ils font une maison en paille, le loup arrive et souffle dessus. Et donc, ce qu'il nous faut face à l'extrême droite, c'est un barrage qui soit pas en carton-pâte, mais solide. Et donc, pour qu'il soit solide, il faut se méfier des solutions de court terme. Et d'ailleurs, j'en viens à la deuxième inquiétude que je comprends qu'ont les Français, c'est le besoin de stabilité. Ils n'en peuvent plus du spectacle pathétique que donne avoir le pouvoir en place. Or, est-ce que ne pas voter la censure va permettre d'arrêter le cirque ? Va nous donner une solution ? Eh bien non, ça n'est pas le cas et on va le voir au moment du budget. D'une certaine manière, on recule pour c'est plus stable avec un gouvernement dans quelques semaines. C'est plus stable avec un gouvernement que sans gouvernement. Mais il y aura toujours un gouvernement. La France ne va pas être sans gouvernement. Si on peut reprendre point par point, est-ce que vous pensez que les socialistes sont malfaisants en acceptant de faire la béquille d'Emmanuel Macron, idiots ? Qu'est-ce qui les motive ou peureux ? Parce qu'on a quand même Olivier Faure qui a de nombreuses années de pratique parlementaire, Boris Vallaud aussi, c'est quand même des gens qui connaissent le fonctionnement. Est-ce qu'en gros, quand on entend parler d'entourloupe aujourd'hui, où certains disent que les socialistes se sont fait avoir, est-ce que vous considérez qu'ils se sont fait avoir ou qu'ils y sont allés volontairement par peur de perdre leur siège en cas de dissolution ? Moi, je ne juge pas le choix des socialistes. Je constate que c'est un choix qui les isole par rapport à leurs partenaires de gauche, dans un moment où, face à l'extrême droite, je reviens à ma maison solide et à mon barrage solide, qui doit être une digue face à l'extrême droite, je pense que rassembler les gauches et les écologistes, faire en sorte qu'ils soient unis, déterminés, ensemble, est la meilleure clé. S'ils ne sont pas d'accord ?
on peut avoir des désaccords. Mais là... Non, mais quand il y en a plus sûr, que d'accord, j'entends bien. par exemple, On peut tout à fait avoir des désaccords. On va écouter Olivier Faure et vous nous direz ce que vous en pensez. Olivier Faure après le vote. Non, pas après le vote, pardon. Olivier Faure sur l'union de la gauche éventuelle, c'était à Bram, chez Carole Delga. Début. C'est toujours un combat, l'union, vous savez bien. Mais ce que je sais, c'est que sans l'union, il n'y aura pas de victoire. Et donc, il y a un candidat qui a déjà annoncé qu'il serait candidat, Jean-Luc Mélenchon. Et puis maintenant, il y a tous ceux qui représentent cette gauche qui sait se rassembler aux municipales, aux législatives, et qui devraient aussi se rassembler pour l'élection présidentielle. C'est ce que je souhaite. Et donc, de Ruffin à Glucksmann, nous devons avoir le moyen de trouver un seul candidat qui permette demain d'aborder un second tour et de gagner, parce qu'il y a maintenant une attente très forte en notre direction. Bon, il dit comme vous que l'union est nécessaire, est indispensable. Oui, alors on n'a pas tout à fait le même spectre. Moi, je pense qu'il faut toutes les gauches et tous les écologistes. Mais nous sommes avec les insoumis, alors que lui, il veut les exclure. Nous sommes d'accord avec Olivier Faure sur l'idée que, face à l'extrême droite, dans la situation actuelle, après avoir fait y compris la NUPES, le Nouveau Front Populaire, la situation impose que nous ayons une candidature commune en 2027. C'est pourquoi je dis que si nous étions en ce moment groupés dans nos votes, plutôt que de remettre d'une certaine manière, de donner du grain à moudre à toutes celles et ceux qui veulent qu'il y ait deux gauches irréconciliables, parce que c'est ça. Le spectacle que nous donnons aujourd'hui, c'est finalement qu'il y a une fracture à l'intérieur des gauches, y compris à l'intérieur du Parti socialiste. Parce que le problème, c'est que c'est pas simplement qu'il s'est isolé il ne s'est pas beaucoup divisé. Par rapport à ses partenaires. Il y a 4 députés ultramarins qui ont voté contre pour des raisons qu'on sait. Il y a 2 députés de métropole qui ont voté la censure. Je ne parle pas seulement des députés, je parle aussi de ce qui se passe aujourd'hui dans le Parti socialiste, où des voix s'élèvent, et notamment dans la jeunesse, qui contestent ce choix. Ça existe. Enfin, je veux dire, ça ne rassemble pas. Nathalie et moi avons connu le PS plus divisé. Ça, j'entends, je le croire. J'entends. Après, le débat traverse la société. Donc je suis pas, voilà, je l'entends. Alors justement, celles et ceux qui nous regardent s'interrogent aussi, mais on peut se demander qu'est-ce qu'on va gagner dans cette affaire. Alors justement, c'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'on va gagner? Marie-Lise Léon, qui est quand même à la tête du syndicat, la CFDT, qui est le premier syndicat en France dans le privé, je précise bien, a considéré que c'était une victoire pour les travailleurs et que c'était, elle a même dit grande victoire pour les travailleurs. Est-ce que cette femme-là, qui quand même s'intéresse, qui a demandé depuis le début une suspension, même si on est passé par quelquefois le mot décalage et tout, est-ce que si elle considère que tout de suite on obtient quelque chose et que c'est l'occasion, c'est pas aussi une vision de la gauche qui est la gauche qui préfère être dans le système pour négocier pour les travailleurs plutôt que d'être hors système et en de rien cherchant obtenir toujours du tout. les choses les plus radicales. C'est un peu en gros CGT versus CFDT. Moi je comprends que quand on est syndicaliste et qu'on voit un gain advenir, on s'en réjouit, c'est normal, c'était la bataille de la CFDT. Et pas quand on est politique. Bien sûr, et je m'en suis réjouie aussi. J'ai parlé de victoire partielle, donc ça c'est pas le problème. C'est que Sophie Binet est plus mesurée. Et elle est plus mesurée. Pourquoi? Parce qu'elle sait aussi qu'il s'agit d'un décalage. Donc je veux dire de quoi on parle. On parle d'un décalage dans le temps. Et si on va jusqu'à 2027, c'est pas 3,5 millions de personnes qui sont concernées, mais selon nos calculs, c'est 350 000 personnes qui vont voir leur retraite décalée de 3 mois. C'est ça le gain. Non, mais je veux dire, je minimise pas. Je suis très heureuse pour ces personnes. Mais je vous le dis franchement, l'arbre des retraites, l'arbre de la suspension masque pour moi la forêt de régression inouïe du carnage qu'il y a donc vous dans êtes le budget en censurant, parce que si vous censurez, il n'y a pas de gouvernement, donc il n'y a pas de suspension. Vous êtes prête à renoncer à cette suspension pour un avenir radieux, hypothétique. Ben si. Attendez, si en censurant, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de suspension. Oui, mais il se passe quelque chose. Il n'y a pas de gouvernement à l'instant T. Il y a forcément un autre gouvernement. D'abord, vous auriez souhaité la cohabitation, qu'il y ait une dissolution, puisque vous votez la censure. Non, c'est M. Macron qui a dit que la censure était égale à la dissolution. Vous savez très bien que si le gouvernement était tombé, il y avait dissolution. Oui, mais donc en censurant, vous posiez un geste vers la dissolution. Oui, mais moi je n'ai pas peur des urnes d'abord. Je pense que dans le moment qu'on traverse, l'idée d'en revenir au suffrage du peuple a sa logique. Je comprends qu'elle peut angoisser, mais elle a sa logique. Et on ne doit jamais avoir peur de retourner au peuple. Et surtout, ça ne peut pas être un chantage pour nous dire soit vous avez ce petit gain sur les retraites, mais dans ce cas-là, vous devez avaler tout le reste, parce que vous l'avez vu. C'est dans un amendement au budget de la sécurité sociale. Qui le fait. J'entends bien.
Mais ce sera dans un amendement, et cet amendement, il est adossé au budget de la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il y a dans le budget de la sécurité sociale aujourd'hui? Alors peut-être qu'on aura des victoires, mais... Des choses qui vont être discutées. Oui, oui. Enfin, vous voyez l'état de l'Assemblée. Vous savez aussi qu'après, il y a une commission mixte paritaire dans laquelle, avec le Sénat, la droite est très forte. Et ce qui nous est proposé aujourd'hui, et je suis désolée d'angoisser un peu plus celles et ceux qui nous regardent, mais c'est le doublement des franchises médicales, c'est le déremboursement de médicaments, qui épargnera les plus modestes. C'est le gel des pensions de retraite et la fin de l'abattement de 10% pour les retraités. Non, c'est pas le gel, c'est la désindexation. La désindexation de 0,4% à partir de 2027. Donc, ce qui n'est pas un gel, ce n'est pas une désindexation. C'est une baisse des revenus, des pensions. C'est pas un gel. C'est une baisse du revenu des pensions. Les pensions augmenteront de 0,4% de moins que l'inflation. D'abord, vous connaissez l'inflation de l'année prochaine? J'ai lu que dans ce qui est écrit, c'est une désindexation de 0,4%. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'indexation. Ça dépend de l'inflation. Oui, mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'indexation. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une baisse des retraites. Ça par dépend rapport à l'inflation. Mais c'est une première. Vous avez la même chose pour les minima sociaux et pour les prestations sociales. Là, vous parlez, on a une lecture qui n'est pas du tout la même. Là, vous parlez de l'année blanche. Moi, je parle d'une autre chose. Je vous parle de ce qu'il y a dans le budget, dans ce qu'on appelle le PLFSS, le budget de la sécurité sociale. Pour les minima sociaux et pour les retraites, d'accord, vous avez un geste du gouvernement qui demande à ses retraités de faire des efforts. Et l'abattement... Vous savez très bien que l'abattement, il va être transformé en somme de 2000 qu'on va pouvoir abattre. Et vous savez très bien que c'est pas les retraités les plus modestes qui peuvent se permettre de faire l'abattement. Les retraités les plus modestes en profiteront et les retraités moins modestes payeront plus. Les classes moyennes vont subir une baisse. C'est vrai. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut quand même se le dire, la surtaxe, d'accord, pour les multinationales, de contribution des multinationales, qui rapportait l'année dernière 8 milliards d'euros, va passer à 4 milliards. Ça veut dire que pendant que vous prenez dans la poche des retraités, pendant que vous prenez dans la poche des malades, pendant que, vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, l'affection longue durée, ceux qui bénéficient aujourd'hui des ALD, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir un cancer, qui peuvent avoir des scléroses en plaques, vont payer un impôt sur... Mais madame, les gens qui ont un cancer ou une sclérose en plaques... Mais on n'est pas là pour trouver ça normal ou pas. Ce n'est pas les soins de leur cancer ou de leur sclérose en plaques qui vont être minorés. Ce sont leurs arrêts maladie. Non, mais qu'il y ait un contrôle sur la reprise du travail en disant qu'on n'est pas obligé de revoir, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Et deuxièmement, les choses qui seront moins bien remboursées sont des trucs qui n'ont pas de lien direct avec la maladie. Donc ça peut se discuter, on peut être pour ou être contre. Mais globalement, le gouvernement n'a pas décidé de laisser les gens qui ont un cancer tout payer et de ne plus être remboursés. Non, mais ils vont payer plus cher. Quand ils gagnent 2 000 € à l'année, ça reviendra à moins 850 €. Mais voilà. 850 ça veut dire que c'est 850 € en moins dans la poche de ces gens. Pendant ce temps-là, les milliardaires vont continuer à payer moins d'impôts en proportion de leurs revenus que la majorité des contribuables. Pendant ce temps-là, vous avez des baisses des impôts pour les multinationales. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire que qui va payer la facture? Ce sont les classes moyennes et les classes populaires. Il y a des hausses d'impôts, il y a des hausses d'impôts sur les sociétés, il y a une contribution... Non. 1,5 milliard, c'est tout ce qu'il y a de plus. 1,5 milliard pour le taux de rendement. Pour le rendement de la taxe Zuckman était de 20 milliards. Mais non, alors, je voudrais... Hier, on avait le prix Nobel de l'économie qui dit que... Bon, tu savais quoi, on va l'écouter. D'accord. Même si c'est ça, on comprend, puisque le gouvernement ne fait que 1,5. Ce qu'il propose en deux, avec une exceptionnelle et tout, qui toucherait cette fois-ci 4 000 foyers fiscaux contre 1 800 pour la Zuckman. Je suis en désaccord avec vous. On peut écouter Gabriel Zuckman? Bien sûr. Pas Gabriel Zuckman, Gabriel Aguillon. Non, Philippe. Oui. Voilà. C'est dommage, on aurait pu mettre Gabriel Zuckman. C'est un réalisateur, exactement. Je trouve l'économiste meilleur économiste que le réalisateur. Philippe Aguillon, hier, sur ce plateau, qui dit pourquoi il est contre la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, ça veut dire qu'il est valorisé, donc sa firme est valorisée à 12 milliards. Lui, il ne gagne rien pour le moment. Il devrait trouver des financiers, pas pour innover, mais pour payer des impôts sur un revenu qu'il ne réalise pas. Il a des concurrents dans d'autres pays qui n'ont pas à faire ça. Ça veut dire qu'on perd la course en IA. Ça veut dire que la France, elle est hors de la révolution de l'IA. Vous mettez la taxe Zuckman, ça veut dire France échappe à la révolution de l'IA. C'est ça que ça veut dire, immédiatement. Alors, est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose quand même pour les riches? Oui. C'est-à-dire qu'à mon avis, les patrimoines élevés, mais l'usage non productif un peu plus. Je suis pour une mise à plat. Et des abus, il faut lutter contre les abus.
Alors, Philippe Allion, qui est plutôt un homme de gauche, social-démocrate, je dirais, qui est pour une taxation supplémentaire des hauts patrimoines, qui convient qu'il y a un problème d'équité fiscale, mais il dit cette taxe Zuckman nous couperait de la course à l'innovation qui est finalement le gage de la croissance future et des emplois futurs. Je sais bien, mais ça c'est une vieille histoire qui ne marche pas. Je veux dire, c'est vraiment toute la logique de la politique de l'offre. C'est-à-dire, on laisse, on ne taxe pas les grandes entreprises, on leur donne des impôts, on laisse les richesses parce que sinon ils vont s'en aller, parce que sinon ils ne vont pas investir, et parce que sinon... Non mais Mistral c'est rien, Mistral. Mais il y en a d'autres dans les startups. Il y a des gens qui ont une valorisation de leur entreprise qui, à terme, est c'est élevée. Moins de 1% des cas. C'est une plaisanterie. Et nous avons dans notre loi déposé avec Eva Sass des mesures précisément pour ces cas qui sont minoritaires, archi-minoritaires, 1%. 1% de ce qu'on appelle les détenteurs de licorne. Est-ce que vous êtes prête ? Absolument rien. Et moi, je suis désolée, mais expliquer aujourd'hui aux Françaises et aux Français qu'il va y avoir une TVA pour les auto-entrepreneurs, d'accord ? Que les apprentis, maintenant, il va falloir payer encore plus la CSG, etc., etc. Et que pendant ce temps-là, on laisse Bernard Arnault continuer à gagner 16 milliards sur une journée. Et la suroptimisation vise des groupes comme LVMH. Est-ce que vous avez regardé la plaisanterie de cette taxe sur les holdings ? Tout ce qui est enlevé de la taxe sur les holdings, c'est une plaisanterie. Plaisanterie. Alors on enlève tellement de choses qu'à la fin, le rendement, c'est 1,5 milliard. Eh bien moi, je suis désolée, je suis en désaccord profond avec le fait que les retraités, les malades, les classes moyennes, les auto-entrepreneurs, les étudiants, 300 millions d'euros qui vont être pris sur les APL des étudiants, pendant que les ultra-riches vont continuer à contourner l'impôt et que les grands groupes économiques vont payer moins d'impôts. Prenez la CVAE. Clémentine Autain, il n'y a pas... Le Premier ministre, hier, a concédé de suspendre la réforme des retraites, ce qui était un geste important, même s'il ne vous paraît pas suffisant. Il a exclu la taxe Zuckman. Pour vous, dans la négociation, vous êtes député, vous allez rentrer en négociation. Pour vous, c'est la taxe Zuckman ou rien. Vous êtes prête à... Effectivement, ça ne rapporte la taxe holding, elle rapporte qu'1,5 milliard. Je suis d'accord avec vous. Il y a d'autres contributions exceptionnelles qui font... Oui, mais ça, qui ne sont pas nouvelles, qui sont rajoutées, qui sont les mêmes que le budget de l'année dernière. L'une est divisée, l'une est divisée par l'autre. Est-ce que vous êtes prête... Est-ce que vous voulez bien répondre à ma question ? Bien sûr. Est-ce que vous êtes prête à discuter d'autres choses, à rentrer en négociation, en discussion avec d'autres députés pour inventer une taxe qui rapporte quelque chose, mais qui ne soit pas la taxe Zuckman, ou c'est la taxe Zuckman ou rien ? Nous, on propose la taxe Zuckman. Si le gouvernement a une meilleure idée, d'ailleurs, c'est ce qu'ils nous ont dit, tout le temps, on a travaillé sur la taxe Zuckman. Moi, j'ai discuté avec les gens du gouvernement. Je vous explique. On nous a dit, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, on leur dit, comment ? Et la question leur est, ça ne vous plaît pas, la taxe Zuckman ? Quel autre moyen ? Alors, par exemple, Pierre Braun-Pivet, que je recevais hier, dit il faut augmenter la taxation sur les gros héritages. C'est une possibilité. Oui. Il faut augmenter... On l'attend ? Oui, mais moi, je suis prête. Augmenter le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, par exemple. Je suis tout à fait prête. Non, la flat tax, c'est une honte. La flat tax, elle peut passer c'est à 30%, elle peut passer à 33, 36%. C'est un autre moyen de taxer. Vous savez très bien que les... Mais on peut l'augmenter. Oui, bien sûr, on peut l'augmenter. Mais en fait, je pense que ça n'est pas un bon mécanisme, la flat tax, parce que beaucoup de gens, justement... se payent, enfin beaucoup de gens qui sont parmi les ultra-riches qui peuvent le faire, se payent en dividendes pour échapper à l'impôt et à la tranche de 45%. Raison de plus pour l'augmenter. Mais moi, ça me va si on augmente la flat tax. Mais pourquoi ça n'est pas proposé ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... ça peut être dans la discussion. Yael Braun-Pivet est pour. Il y a des gens qui ne sont pas fermés du tout. J'entends, mais pourquoi est-ce que dans la première feuille de route, on nous propose, de baisser les impôts des grands groupes ? On ne vous parle plus de ça, on parle de la discussion. J'entends que vous n'aimez pas le budget, ça je crois que c'est un truc qu'on a compris. Une discussion va s'engager. Ce qu'on essaye de savoir, c'est ce que vous êtes prête à faire, à ne pas faire, à proposer, à accepter comme concession pour avoir quelque chose qui, de fait, ne ressemblera pas forcément à exactement ce que vous voulez, de la même manière que le budget n'est pas exactement celui que Sébastien Lecornu voulait. Une chose très simple. Des mesures de justice sociale et de justice fiscale, on en a plein les poches. Vous parliez de l'héritage, on sait quoi faire. On parle, par exemple, je vous donne un autre exemple, si on imposait les grandes entreprises au même taux que les TPE-PME, eh bien, on ferait rentrer dans les caisses de l'État 7 milliards. Pourquoi ? Donc vous êtes pour un IS différencié ? Que les grandes, c'est 14% d'impôts, et quand on descend, les plus petites, c'est 21% d'impôts. Donc si déjà, les grandes entreprises payaient autant d'impôts que les petites et les moyennes, eh bien, on aurait fait rentrer 7 milliards. Donc des idées... Non mais Gilles Blanchard, je vais juste vous dire que moi, des idées
pour la justice fiscale, vous en avez plein. J'en ai plein. Et donc vous allez les proposer lors de la discussion. Nous allons les proposer. Mais vous comprenez bien que la Macronie, elle a un seul but, c'est surtout d'épargner les riches et les grands groupes économiques. J'ai entendu le Premier ministre dire et de faire payer le grand nombre. J'ai entendu le Premier ministre dire c'est vous, députés, qui déciderez. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de jouer ce jeu-là, d'essayer de faire avancer la discussion parlementaire. Bornstein, vous savez, chaque année, on dépose des amendements. Chaque année, on joue le jeu budgétaire. Clémentine Autain, il y a une chose qui a changé, c'est que là, il n'y aura pas de 49.3, vous le savez très bien. Oui. Donc les amendements peuvent aller au bout. Vous connaissez la fin du système ? Non. Alors, je vous l'explique. Donc, nous allons débattre, nous allons déposer des amendements. Il y aura dans le PLFSS la suspension. Voilà. Et à la fin, de deux choses l'une. Soit ce budget PLFSS, il est voté en l'état avec la manière dont il aura été discuté. Non, il y aura le Sénat. Voilà, vous avez tout compris. Et donc, à la fin, il y a une CMP. Alors, la CMP, celles et ceux qui nous regardent, je ne sais pas si tout le monde voit bien, c'est un système un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on met autour de la table des représentants du Sénat et des représentants... c'est le Parlement. La CMP représente le Parlement. J'entends parfaitement. Mais vous comprenez bien qu'à la fin, ce n'est pas forcément des mesures de justice fiscale qui risquent de l'emporter. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis que ces mesures injustes n'apporteront pas l'apaisement nécessaire dans le pays. Et ce qui est demandé à corps et à cri, mais elles seront le fruit de la discussion parlementaire. Et à ma connaissance, le Parlement est légitime. Si on va au bout de la discussion, parce que vous savez aussi qu'il y a une contrainte, au bout de 50 jours pour le PLFSS, c'est-à-dire le budget de la sécurité sociale, et 70 jours pour le budget de l'État, ça s'arrête et le gouvernement peut agir par ordonnance. D'accord ? Donc on n'est pas au bout du tunnel. Vous avez bien compris. Là, on va être d'accord. Merci infiniment, Clémentine Autain. Demain et ce week-end, c'est Myriam Ankawa qui sera aux commandes de Tout est politique.